Messieurs, bonjour, il est midi partout au Sénégal, de même qu'en temps universel. Bienvenue au grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Au sommaire de ce journal, le soupçon de complot contre Macky Sall au sein de l'APR. Bara Ndiaye, l'un des responsables du parti au pouvoir, accuse ouvertement Amadou Ba et Aminata Touré. Les partisans de ces derniers rejettent ces accusations. Un vol Dakar-Paris de la compagnie Air Sénégal International bloqué à l'AIBD depuis 0 heure. Les passagers laissés à eux-mêmes, la compagnie contactée par nos soins promet de nous rappeler. La fulgurante propagation du coronavirus, le tourisme sénégalais épargné pour le moment. Nous nous rendrons en Casamance pour nous rendre compte que le Covid-19 ne décourage pas les touristes. Le sommaire de l'actualité internationale avec vous, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Mohamed Ould Roazani remplace Kaboré à la tête du G5 Sahel. Les dirigeants veulent donner un nouvel élan à l'organisation. Le président mauritanien appelle à un financement pérenne de la force conjointe. 8e plan d'action du syndicat des transporteurs en commun de Bissau. Les chauffeurs démarrent ce mercredi 3 jours de grève pour dénoncer de mauvaises conditions de travail et des arriérés de salaire. Et puis sur l'épidémie de coronavirus, après l'Égypte, l'Algérie, deuxième pays africain touché. En Chine, l'épidémie est au ralenti alors que les contaminations se multiplient en Europe et en Asie. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour les détails. Les titres sport avec vous, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane. La boxe avec le tournoi de qualification olympique qui se poursuit à Dakar sans les Sénégalais. Ils sont tous éliminés. C'est parce que le casting n'a pas été bien fait. Selon le triple champion du monde, Souleymane Bailly, il demande que les clubs locaux soient plus impliqués. Le foot avec la suite des 8e de finale de la Ligue des champions européenne. Real Madrid de Manchester City. Un choc des titans à Bernabéu ce soir, une opposition de style que nous allons décrypter avec un spécialiste du foot espagnol. Le développement de tous ces titres dans le journal des sports que vous nous présenterez. Et puis, dans Point de vue aujourd'hui, nous parlerons du dialogue national 2 mois, jour pour jour, après l'installation du comité de pilotage et à 1 mois de la fin de son mandat. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Les passagers d'un vol d'Air Sénégal International qui devait quitter Dakar la nuit dernière sont toujours bloqués à l'AIBD sans aucune information sur les raisons de ce retard ni sur l'heure prévue de leur départ. Contactés par nos soins, les responsables de la compagnie répondent qu'ils sont en réunion et promettent de nous rappeler. Nous avons été contactés par l'une des proches de l'un des passagers qui était attendu à Paris. Elle s'appelle Madame Diop. Elle a été interrogée par Soda Thiam. S'il y a une situation qui se présente, il faut donner la bonne information, prendre le soin aussi d'informer les gens. Mais il n'y a pas d'information. Moi, depuis ce matin, j'appelle à l'aéroport. On me balance des numéros par-ci, par-là. Quand j'appelle, ça sonne ou bien ça rejette. Je ne comprends pas. J'ai insisté jusqu'aux environs de 11 heures. J'ai encore rappelé le service de renseignement. Ils me disent qu'eux, ils ne peuvent pas donner. Je dis, bon, écoutez, donnez-moi le numéro de Air Sénégal. Le numéro qui répond. Parce que tous les numéros que vous m'avez donnés, j'appelle, ça ne répond pas. Alors, ils m'ont donné un autre numéro. Quand j'ai appelé, une personne a répondu. Alors, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont dit, oui, le vol est ici à Dakar. Le vol n'a pas encore quitté, mais il se peut, c'est prévu, le départ est prévu sur Paris vers les coups de 13h30. Bon, j'ai demandé si c'est confirmé ou pas. Ils m'ont dit que non, c'est pas encore confirmé. Donc, on ne sait pas à quel fin se vouer. Parce que ceux qui sont en France aussi, à Paris, ils sont là-bas depuis les coups de 2h, 3h du matin. Ils sont là-bas bloqués. Il n'y a pas de vol, il n'y a rien, il n'y a pas d'information. On ne sait pas vers qui se tourner. J'ai un parent qui doit venir. Il est à l'aéroport de Paris, il est là-bas. Ils ont enregistré leur bagage et tout. Mais il n'y a pas de vol. Parce que c'est ce vol-là qui doit l'emmener sur Dakar. Parlons maintenant du coronavirus. Le Sénégal est épargné. Non seulement en termes de cas enregistrés, mais le secteur du tourisme n'est pas affecté non plus. Nous nous sommes rendus en Casamance pour nous en rendre compte. Voici le récit de Barthélémy Ngom.
Parti en décembre au centre de la Chine à Wuhan, le coronavirus appelé maintenant Covid-19 continue sa progression. La maladie a même obligé la Chine à suspendre les voyages organisés et à déconseiller à ses ressortissants de partir à l'étranger, ce qui pourrait être considéré comme un manque à gagner pour le tourisme. Mais au Sénégal, le coronavirus n'a pas un impact majeur sur le secteur touristique. La raison est toute simple. La Chine n'est pas un pays émetteur pour la destination Sénégal, estime Charles Lamine Diabone, le coordonnateur de l'Office du tourisme en Casamance. Mais pour dire vrai, disons que la Chine ou bien l'Asie n'est pas un marché émetteur très imposant sur la stratégie du Sénégal. Donc ce qui veut dire que la Chine n'est pas une destination que le Sénégal est en train de positionner pour attirer des touristes asiatiques. Il n'y a pas d'impact direct dans le tourisme. Quand on parle de tourisme direct, il n'y a pas d'impact direct dans le tourisme. Parce que nous, ici en Casamance, disons que sur les statistiques que nous avons par rapport aux visiteurs de notre structure, nous voyons 1 à 2 Asiatiques dans l'année. Mais pour autant, les autorités sénégalaises ne doivent pas dormir sur leur laurier, ajoute notre interlocuteur selon qui il faut sécuriser le secteur. Là, c'est sûr. Par exemple, prenons le cas de Afignam. Actuellement, ils sont en train de réhabiliter le barrage d'Afignam. Et c'est fait avec les Chinois, les Asiatiques. Donc, dans ce sens-là, oui, on peut faire gaffe. Il y a des préventions à prendre en compte. Mais moi, je voudrais dire que ce virus n'a pas d'impact économique par rapport à l'offre touristique. Par exemple, des annulations de vols, des annulations de réservations, on n'en a pas. Comme le cas, par exemple, de l'Ebola. Sachant que les Chinois sont le moteur du tourisme mondial, leur confinement a un impact économique. En Afrique, ce sont des pays comme l'Égypte, le Kenya, le Maroc, l'Afrique du Sud et l'île Maurice qui sont les plus touchés car étant les destinations préférées des Chinois sur le continent. Barthélémy Ngom d'Italie, principalement de la région de Genova où vivent beaucoup de nos compatriotes, des Sénégalais qui avaient l'habitude de rallier le pays par la route avec leurs véhicules passés par les postes de Rosso Sénégal et Diama. Mohamed Nabissila est allé à la rencontre d'un ancien émigré de retour au pays depuis des années, Cheikh Ndiaye, commerçant, qui invite les autorités sanitaires à installer un dispositif au poste de Diama et Rosso, comme c'est le cas à l'aéroport de Dias. Mohamed Nabissila. Régulièrement, des Sénégalais vivant en Italie empruntent les voies terrestres pour rallier le Sénégal à travers les frontières de Rosso et de Diama. Une alerte est faite par Cheikh Ndiaye, un émigré sénégalais en Italie de retour dans son pays depuis plusieurs années. Il y exerce des activités de commerce. Ces dispositions doivent être étendues. Un comité de veille doit être installé le long de la frontière fluviale entre la Mauritanie et le Sénégal. Nous voulons que les mêmes dispositions qui sont prises au niveau de l'aéroport soient prises au niveau des frontières fluviales. Car il y a beaucoup de nos compatriotes qui quittent Genève pour passer ici à Saint-Louis après le passage au Maroc en Mauritanie. Et ce sont principalement sur 2 postes, à Rosso et à Diama. Des mesures préventives doivent être prises avec des postes pour contrôler nos compatriotes qui viennent d'Italie. Cheikh Ndiaye, commerçant, devenu président des comités d'entreprise des marchés, explique bien connaître la région mise en quarantaine en Italie, ajoutant échanger tous les jours avec les compatriotes sénégalais vivant dans ce pays touché. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. 12h09, quelques jours seulement après avoir menacé de dénoncer nommément les auteurs présumés d'un complot contre le chef de l'Alliance pour la République, le président Macky Sall, l'un des responsables de l'APR, Bara Ndiaye, par ailleurs directeur de la Maison de la Presse, passe à l'acte. Dans une lettre ouverte parue il y a quelques heures, Bara Ndiaye pointe un doigt accusateur vers l'actuel ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, et la présidente du Conseil économique et social et environnemental, Aminata Touré. Il leur demande de clarifier leur position. Les partisans de ces derniers rejettent ces accusations. El Haj Ndougoudien. Après les allusions voilées, place maintenant aux accusations ouvertes. Bara Ndiaye cite nommément Amadou Ba et Aminata Touré, les responsables apéristes, les soupçonnent d'avoir des agendas cachés. Ce qui m'a amené à interpeller les deux, à savoir Amadou Ba et Madame Aminata Touré, c'est que justement ce sont des jeunes et des responsables qui seraient
réclame d'eux qui se sont permis de me traîner dans la boue pendant une semaine dans la presse et dans les réseaux sociaux. Et à partir de ce moment, j'en ai conclu que effectivement, peut-être que ces gens-là avaient des choses à se reprocher et que s'ils ne se sentaient pas concernés, ils n'allaient peut-être pas se donner autant de liberté en se défoulant sur ma personne. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un débat que nous avons posé en alertant si des gens se sentent concernés ou préoccupés par ce que nous avons dit, au point d'envoyer des jeunes nous insulter, nous traîner dans la boue. Je suis quand même fondé de les interpeller pour leur demander de clarifier leur position et de rassurer les militantes et les militants. Je les invite à clarifier un peu le jeu. Il n'y a rien à clarifier parce que le jeu est très clair, rétorquent les proches du ministre des Affaires étrangères Amadou Ba. Lamine Diagne est adjoint au maire des Parcelles Assainies. Le ministre Amadou Ba, il symbolise la fidélité et la loyauté envers le président Macky Sall. Il est tout le temps derrière le président Macky Sall. Il y a des gens tapis dans l'ombre, on le sait très bien. Donc aujourd'hui, Bara Ndiaye fait partie de ces gens-là. Mais maintenant, nous, à notre niveau, nous savons que Amadou Ba est une personne loyale envers le président Macky Sall. Et personne ne peut dire qu'aujourd'hui, il a des ambitions cachées. Si aujourd'hui, Bara Ndiaye a des preuves, il n'a qu'à faire sortir ses preuves. Amadou Ba, c'est un baïfal du président de la République. Il a gagné les élections référendaires au niveau des Parcelles Assainies. Il a gagné les élections législatives. Il a gagné les élections présidentielles. Et ça, c'est pour le compte du président Macky Sall. Depuis quelque temps, la guerre fait rage entre responsables de l'APR, l'Alliance pour la République, en ligne de mire le positionnement pour une éventuelle succession du président Macky Sall qui boucle son second mandat en 2024. Dialogue national, il y a 2 mois, jour pour jour, était installé le comité de pilotage dirigé par Famara Ibrahima Sagna. Pour un premier bilan d'étape, le syndicaliste Mamadou Lamine Dianté note que les travaux se déroulent normalement. Il relativise les dissensions constatées au sein de la commission politique du dialogue. Écoutons Mamadou Lamine Dianté au téléphone avec El Hadj Ndiogoudjen. Avec un taux de présence satisfaisant des membres du comité de pilotage dans les différentes commissions, on fait en sorte que toutes les couches de la société soient entendues, que ce soit les acteurs eux-mêmes, notamment ceux qui sont dans des secteurs en difficulté, à travers des groupes de travail où ils doivent faire des productions en termes de préoccupations majeures de leur secteur et également faire des propositions de solutions, mais également les institutionnels qui sont entendus à travers des séances d'audition où nous recueillons le maximum d'informations possibles, mais également recueillir les avis de ces institutionnels. Je crois que présentement nous sommes à la collecte d'informations les plus larges possibles. La phase qui va suivre consistera au traitement donc de l'ensemble de ces informations afin d'aller vers des propositions et des recommandations consensuelles à consigner dans le rapport à présenter à l'autorité pour prendre des décisions. Maintenant, dans la commission politique, évidemment, on sait qu'il y a des questions d'enjeux majeurs qui peuvent quelquefois susciter des débats assez houleux, mais bon, inhérents aux questions qui sont discutées au niveau de la commission politique, mais nous espérons toujours qu'ils parviendront à trouver une solution. Dans l'actualité sociale, à Fatick, les étudiants de l'université du Sine Saloum décrètent une grève illimitée en solidarité avec les nouveaux bacheliers. Ces derniers ne font toujours pas cours faute de salles de classe. Les étudiants du campus de Fatick dénoncent en outre leurs mauvaises conditions pédagogiques et sociales. Aminata Goudiaby. Cette année, ce sont environ 600 nouveaux bacheliers qui sont orientés sur le campus de Fatick de l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. Mais impossible pour eux de faire cours jusqu'à présent, faute de salles de classe pour les accueillir. L'amicale des étudiants du campus sensible à cette situation observe un mouvement d'humeur depuis 72 heures. Mamadou Camara est le président de l'amicale. Il y a les nouveaux bacheliers qui sont là depuis le 17. Normalement, ils devaient faire cours comme nous tous. Maintenant, comme vous le savez tous, depuis le 17, aucun nouveau bachelier n'a fait cours. Pendant ce temps-là, les anciens faisaient cours. Ils nous ont fait savoir qu'après une semaine, tout devrait être réglé. Mais comme vous le voyez tous, rien n'est encore fait. C'est pas normal. La normale, c'est qu'ils fassent cours comme tout le monde. L'amicale compte déserter les salles de cours jusqu'à ce qu'elle appelle une injustice soit réparée. Nous, en tant qu'anciens, on a pris nos devoirs et nos responsabilités de vaquer les cours jusqu'à ce que les nouveaux fassent cours comme nous tous. C'est la mesure qu'on a prise pour la solidarité parce que nous sommes dans un monde étudiantin. Sur le campus de Fatick, il faut le dire, les conditions d'études restent précaires pour les étudiants. Ils continuent à crier le ras-le-bol. Avec le manque d'infrastructures que nous voyons tous, et je pense que ça doit être réglé. Il y a les manques de salles, ça ne suffit pas parce qu'il y a un nombre astronomique qui se trouve ici au campus de Fatick. Et c'est le cas pour les 3 campus. C'est un devoir pour l'administration et pour l'État
de prendre les responsabilités pour que les étudiants de l'université soient dans ces conditions-là, dans de bonnes conditions. Il y a aussi un manque de professeurs. C'est un problème ici à l'université du Sine Saloum. Nous sommes dans une université professionnelle et professionnalisante. Il y a un certain nombre de matières que nous faisons et que... Les travaux de construction des UFR de Fatick de l'université du Sine Saloum ont tout de même été lancés en juillet dernier par le ministre de l'Enseignement supérieur et sur le terrain, les ouvriers sont à pied d'œuvre. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. Et puis notez que cet après-midi à Tambacounda, 30 électriciens et frigoristes vont recevoir leurs attestations de fin de formation sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Les bénéficiaires sont tous membres de l'association Adapt Nature. Cette formation est la première d'une série qui va concerner toutes les régions du Sénégal sous l'égide du programme soutenu par la coopération allemande et le ministère de l'énergie du Sénégal. RFM, la radio de toute l'actualité. Plusieurs communes rurales du département de Tivaouane souffrent. Elles ont du mal à recouvrer la taxe rurale, des problèmes pour réaliser certains instruments lourds. L'exemple de la commune de Koul, située à 12 km de Méké. Cette commune rurale est dépourvue d'infrastructures de base, pas de piste de production ni d'électricité, encore moins de forage pour fixer les jeunes. Les habitants des 32 villages de la commune de Koul ont organisé un forum communautaire pour prendre en charge leurs préoccupations. Plusieurs communes sont laissées à elles-mêmes. C'est ce que nous dit Cheikh Anta Diop dans ce reportage. Koul, cette commune rurale située à 12 km de Ngaïméré, manque de tout. Les populations expriment leurs vives préoccupations par rapport à cette situation, articulée autour de plusieurs problématiques. Le chômage des jeunes et le manque d'infrastructures de base. Modou Fall est le maire de Koul. Et quand on dit civil fiscal, c'est que dans une commune, chacun doit pouvoir jouer son rôle avant de demander quoi que ce soit. Les gens sont en train de comprendre. Avec le recouvrement de ce qu'on appelle la taxe rurale, les gens commencent à comprendre. Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Si bien que, comme il doit le faire pour toutes les collectivités territoriales, on attend de lui surtout qu'il nous transfère les moyens pour pouvoir réaliser certains investissements qui sont très lourds. S'il s'agit de pistes, par exemple, la commune n'aura pas assez de routes pour les réaliser. S'il s'agit d'électrification avec la manutention, là aussi, ce sont des investissements très lourds. De ce côté-là, on attend que l'État transfère les moyens adéquats pour qu'on puisse vraiment les réaliser. Pour sortir Koul de cette difficulté, un plan de développement communal a été élaboré de concert avec les maires mitoyens. Abdoulaye Mbou, expert en décentralisation. Et puis aussi, il incite tous les maires mitoyens de venir s'approprier le plan, concrétiser ce qu'on appelle l'intercommunalité et puis développer des projets structurants ensemble pour le bien de tout le monde. Ce forum communautaire a réuni tous les acteurs de la commune de Koul, mais aussi des partenaires techniques. Ils ont échangé pour que chacun des participants s'approprie ce plan de développement communal. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Justement, à propos des infrastructures et de l'approvisionnement en eau, le directeur général de la SONES confirme les délais de livraison du projet Keur Momar Sarr 3 en fin 2020. Une déclaration de Charles Fall en marge d'une visite avec les responsables de la Banque européenne d'investissement. Nous l'écoutons avec Amadou Sabarba. Le projet KMS3 d'un coût global de 275 milliards de francs CFA, la Banque européenne a contribué à hauteur de 65 milliards de francs CFA, ce qui est quand même une contribution très significative. La construction de la troisième usine d'eau potable de Keur Momar Sarr, qui a pour objectif de sécuriser l'alimentation en eau des régions de Louga, de Thiès, en passant par Tivaouane, la Petite Côte, mais surtout Dakar. Ce triangle qui représente 80% de nos besoins en eau potable se verra sécurisé dans ce même domaine jusqu'en l'horizon 2035. Une note de religion pour boucler cette page nationale. Mercredi des cendres, le jour, cette fête catholique, ce moment catholique, mais aussi pour les fidèles qui reçoivent les cendres pour leur rappeler donc leurs obligations. Je vous propose d'entendre l'abbé Jules Colli, qui a été interrogé à Louga par Abraham Paul Pouy. Le mercredi des cendres est le début du carême chrétien, qui dure 40 jours. Et durant le carême, il faut déduire les dimanches parce que les dimanches ne font pas partie des jours où on jeûne. Mais on jeûne 40 jours.
Et le mercredi saint est le début de ce carême de temps de pénitence. Et la particularité de ce jour du mercredi consiste à rappeler aux fidèles qui sont poussière et qui redeviendront poussière, à toutes les créatures qu'elles sont poussière et qu'elles redeviendront poussière. Et c'est pourquoi avec les cendres, nous les signons au niveau du front pour leur dire cette même parole. Ou bien on leur dit croyez. Le carême est un temps de pénitence, un temps de jeûne. Et le jeûne ne consiste pas seulement à se priver de nourriture, mais c'est un temps où Dieu nous invite à changer, à nous convertir, à changer tout ce qui ne confesse pas son nom à travers nos actions, nos pensées, nos paroles. Et le carême est obligatoire. C'est un temps de pénitence et il n'y a pas d'exception, sauf pour les malades. Mais à partir de 16 ans révolus, on doit pouvoir commencer vraiment le temps de jeûne. Le jeûne chrétien ne consiste pas seulement à la privation de nourriture. En plus de la privation de nourriture, il faut y ajouter d'autres actes qui plaisent au Seigneur. Jules Pascal Colli, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Louga. Il est 12h20. L'actualité internationale. Rebonjour Anna Rocha. Rebonjour Suleiman. En Gambie, les radios Home Digital FM et King FM émettent à nouveau. C'est hier que les responsables ont reçu l'autorisation de rouvrir après un mois de suspension pour propagande et présumée incitation à la violence, décision qui fait suite à des négociations entre le gouvernement et les responsables de la Gambian Press Union sous la médiation du président de l'Observatoire national pour la défense des droits de l'homme. On va écouter tout à l'heure le secrétaire général de la Gambian Press Union. En attendant, allons en Mauritanie. Mohamed Ould Ghazouani, nouveau président en exercice du G5 Sahel. Le chef d'État mauritanien a été élu à l'issue de la 6e conférence des chefs d'État des pays membres tenue hier à Nouakchott. Le président mauritanien a réitéré la demande d'obtention d'un mandat des Nations Unies pour assurer le financement de la force antiterroriste du G5. Ould Ghazouani au micro de Mohamed Diop. Au plan sécuritaire, nous œuvrerons pour une meilleure anticipation des risques et une meilleure coordination de nos interventions, notamment dans les zones les plus sensibles. Il va sans dire que l'efficacité opérationnelle suppose des troupes aguerries, de plus en plus mobiles et dotées d'équipements adaptés. À ce titre, nous poursuivrons le plaidoyer en vue de l'obtention d'un mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'un financement pérenne pour la force conjointe. Direction la Guinée-Bissau où le syndicat des transporteurs en commun et urbains déclare 3 jours de grève à compter de ce mercredi pour dénoncer de mauvaises conditions de travail et des arriérés de salaire. Le syndicat a le soutien de 2 autres centrales syndicales, à savoir l'Union nationale des travailleurs de Guinée et la Confédération générale des syndicats indépendants de Guinée-Bissau. Plus de précisions avec Noah Mankali sur place. L'appel est exprimé dans une note de presse conjointe distribuée aux différents organes de communication sociale ce mercredi, dans laquelle les 3 centrales syndicales exhortent la fermeté et la détermination des travailleurs autour des structures syndicales car ils défendent leur dignité et leurs intérêts. Dans la note, les 3 organisations syndicales indiquent que si l'exécutif d'Aristide Gomis n'agit pas dans le sens de corriger les violations de certains droits des travailleurs et continue de forger la douloureuse situation des souffrances des travailleurs, les centrales syndicales se réservent le droit de continuer ainsi d'adopter d'autres stratégies pour lutter et pour assurer le respect des mémorandums signés entre les parties. Le document ajoute également que les souffrances des fonctionnaires augmentent chaque jour en raison des retards de paiement de 2 mois d'arriérés de salaire dans l'administration publique, aggravant ainsi la souffrance de la population. Parallèlement à cette grève convoquée par les 2 principales centrales syndicales, le syndicat des transporteurs a aussi démarré ce mercredi une grève de 3 jours au niveau national, paralysant ainsi toute la circulation, pouvant permettre à la population de se déplacer. On rappelle que très tôt le matin, la plupart des citadins de la capitale Bissau marchent à pied pour se rendre à leur lieu de service, car ni taxis comme les cars urbains ainsi que les transports en commun ne circulent pas sur la voie publique. Noa Mankeli Bissau
RFM. On repart en Gambie où, on le disait tout à l'heure, les radios Home Digital FM et King FM émettent à nouveau. C'est hier donc, Souleymane, que les responsables ont reçu l'autorisation de rouvrir après un mois de suspension pour propagande et présumée incitation à la violence. Décision qui fait suite à des négociations entre le gouvernement et les responsables de la Gambian Press Union avec la médiation du président de l'Observatoire national pour la défense des droits de l'homme. On écoute le secrétaire général de la Gambian Press Union, Sekou Djemé, au micro de Wuri Diallo. Effectivement, il y a eu de longues négociations et les autorités ont donc finalement décidé de rouvrir les 2 radios sans autre poursuite judiciaire. Personnellement, je pense que la décision de fermer les 2 radios était tout simplement illégale. Les travailleurs sont restés 1 mois en chômage technique. Nous avons donc demandé une indemnisation pour eux. Et puis, nous comptons toujours porter plainte. Anna Rocha, on fait maintenant le point sur l'épidémie de coronavirus. L'épidémie est au ralenti en Chine. Les autorités font état ce mercredi matin de 52 morts en l'espace de 24 heures contre 71 la veille. C'est le bilan le plus bas depuis début février. Par contre, en Europe et en Asie, les contaminations et les confinements se multiplient. La situation en Corée du Sud est très grave selon le président même. 1146 personnes touchées. Le pays dénombre 11 morts. Sur le continent africain, après l'Égypte, l'Algérie est le 2e pays où un cas a été confirmé. Le patient italien a été placé en quarantaine. En France, un mort parmi les nouveaux cas confirmés, annonce ce matin du directeur général de la santé. Le patient est donc décédé dans la nuit de mardi à mercredi. C'est le premier décès d'un Français depuis le début de l'épidémie après la mort d'un Chinois de 80 ans, Souleymane. Merci Anna Rocha, il est midi un peu plus de 25 minutes. Point de vue tout à l'heure, nous parlerons du dialogue national 2 mois, jour pour jour, après l'installation du comité de pilotage et à 1 mois de la fin de son mandat. Et pour ce faire, nous serons avec Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS FC, membre de la commission économique et sociale, mais aussi de la commission ressources naturelles, et avec Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, un des représentants de la société civile dans le comité de pilotage du dialogue national. RFM Sport. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Souleymane. Boxe d'abord, échec des Sénégalais au tournoi de qualification olympique. Le casting n'a pas été bon. C'est l'avis de l'ancien champion du monde Souleymane Bailly qui estime que la fédération devrait davantage impliquer les clubs évoluant au Sénégal. Le triple champion du monde et le propriétaire de Cœur of Champions qui se trouve aux Almadies. Souleymane Bailly est interrogé par Sola Cham. Une grande déception parce que la boxe au Sénégal a une grande place. Et là, malheureusement, avec cette élimination, elle a prouvé que dans les grands rendez-vous, elle n'a pas répondu présent. Et c'est une question qu'il faut tous se poser et surtout le choix de la fédération d'avoir choisi des athlètes étrangers qu'ils n'ont pas eu ou ils n'ont pas vu auparavant. Et ce qui fait qu'on est tous aujourd'hui pointés du doigt, nous les boxeurs. C'est pas seulement que la fédération, c'est nous les boxeurs sénégalais et tous les clubs qui ont travaillé depuis très longtemps. Alors ce qu'il faudrait faire pour développer déjà, c'est avoir plus de communication. C'est-à-dire que même si la fédération a un rôle, mais elle doit appeler les clubs qui sont affiliés, appeler les entraîneurs, les présidents de clubs et regarder ensemble comment on peut construire la boxe au Sénégal ensemble parce que je pense que, comme vous l'avez vu, c'est un sport individuel mais avec un esprit d'équipe et tant qu'il n'y aura pas cet esprit d'équipe qui devrait être installé mais malheureusement qu'il n'y est pas, ce qui fait que les résultats aujourd'hui parlent d'eux-mêmes et même les choix parlent d'eux-mêmes parce qu'aujourd'hui il y avait des boxeurs sénégalais dans les clubs, je pense qu'ils auraient pu représenter mieux que ça le Sénégal. Souleymane Bailly, le triple champion du monde, qui déplore donc le casting des boxeurs sénégalais qui auront une dernière chance lors du tournoi de Paris du 13 au 24 mai 2020. Il va regrouper les boxeurs du monde entier qui n'ont pas pu se qualifier lors des Tokyo continentaux. Wilfried Sey veut décrocher sa qualification à Dakar. Le Camerounais, vice-champion du monde, 3 fois champion d'Afrique et 7 fois champion dans son pays, veut retourner au JO pour la 2e fois au Tokyo de Dakar. Il s'est qualifié pour les demi-finales. Wilfried Sey au micro de Sola Cham.
Je compte faire plus mieux que ça et je compte sortir l'une de mes touches secrètes. Alors, quels sont vos objectifs pour ce tournoi? L'objectif, c'est d'abord me qualifier. Qualification, ouais. Oui, et puis, pas en tant que deuxième, troisième, mais en tant que premier. Parce que j'ai travaillé très dur pour ça. Actuellement, vous êtes en demi-finale, donc vous avez une chance d'obtenir une place pour les JO. Justement, et je compte y aller de la plus belle façon possible. Parce que je viens de faire cette transaction. C'est vrai que j'ai eu cette difficulté aux Jeux africains, donc j'ai eu à revenir vite et puis à essayer de joindre le rythme amateur. Aux Jeux africains, justement, comme j'ai eu cette difficulté, j'ai perdu en quart de finale parce qu'il n'y a pas de magie. La seule magie, c'est le travail. Travail très dur, matin, soir, chaque jour. Je crois que comme ça, je pourrais arriver. Voilà, donc ça veut dire que vous avez une expérience de ce qui se passe aux Jeux olympiques. Ouais. Si vous obtenez un ticket pour Tokyo, comment est-ce que vous allez aborder Je compte d'abord me préparer très très durement, physiquement, techniquement et tactiquement. Bien se préparer techniquement, a dit donc le boxeur camerounais. Football en Europe, suite et fin des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un choc de titans à 20h au Bernabéu. Le Real Madrid avec 13 étoiles accueille Manchester City en quête de son premier trophée. Les Madrilènes, sans Eden Hazard blessé, ont fait appel à Gareth Bale qui a été donc écarté lors de la dernière journée de championnat. Du côté des Citizens, on note le grand retour de Raheem Sterling. Deux équipes au style différent vont s'affronter. À quel type d'opposition on peut s'attendre ce soir? La réponse de Cheikh Gueye, qui est entraîneur du Stade de Mbour et connaisseur du foot espagnol. Vous savez que le Real Madrid est une équipe qui essaie de jouer depuis derrière comme City, mais la différence des deux équipes, c'est le jeu direct qu'emploie City et la vitesse de jeu. Et nous, on a constaté ces derniers temps un Real Madrid qui joue un peu lent, et ce jeu lent et surtout les sorties de ballon très lentes de Varane et Sergio Ramos peuvent bénéficier le pressing très haut des Citizens. Plus la vitesse de jeu et les transitions très rapides aussi des Citizens peuvent peser sur ce jeu un peu lent du Real Madrid. Mais tout le monde sait que le Real Madrid a des joueurs très expérimentés et des joueurs aussi très doués qui ont de l'expérience dans ce genre de compétition. Des joueurs aussi pétris de talent qui, je pense, avec un entraîneur comme Zidane, sauront comment s'en sortir de ce pressing très haut. Je pense qu'aujourd'hui, le Real Madrid a intérêt aussi à varier son jeu court en essayant aussi de faire un jeu un peu direct, orienté, mais aussi en gagnant les deuxièmes ballons. Ça sera un match très, très, très physique. Et là, j'ai vraiment peur du jeu très vif des jeunes Citizens. C'est à 20h, Real Madrid-Manchester City. À la même heure, l'Olympique lyonnais accueille la Juventus, match à suivre donc sur la RFM. Les stades du Zimbabwe, pas aux normes selon la CAF. Le Zimbabwe, première victime de l'inspection de la Confédération africaine de football. La CAF donc a jugé ces stades pas aux normes pour accueillir des matchs internationaux. L'équipe nationale du Zimbabwe devra donc recevoir sur terrain neutre l'Algérie. Match prévu au mois de mars et comptant pour les qualifications de la CAN 2021. Merci Youssouf Bodian.